Donc, mesdames et messieurs, nous avons modifié légèrement le programme. Nous devions avoir une pause. Mais nous avons été tellement inspirés par l'exposé, l'allocution de M. Doherty, que je pense que nous pouvons poursuivre avec nos débats suivants. Il nous manque Abel El-Beltaghi. Où est-il? Ah si, il est là. Ladies and gentlemen, this is a very distinguished panel, and I'm very... Je suis très fière et très honorée d'accueillir les représentants des décideurs pour la dernière séance de ce colloque. Je suis particulièrement honorée d'accueillir son Excellence Nicéphore Soglo, ancien président du Bénin. C'est un Premier ministre aussi du Bénin et actuellement maire de la ville de Cotonou et qui a représenté l'ensemble des pays de l'Afrique occidentale à la Banque mondiale pendant un certain nombre d'années. Une personne qui est arrivée au pouvoir au Bénin au moment d'une crise terrible avec la Convention des forces vives de la nation et qui a contribué à la reprise économique de son pays, à la renaissance de son pays après 18 mois de chaos où les écoles étaient fermées, où il y avait des grèves générales dans l'ensemble du pays, où la situation était dramatique. Et grâce à lui, des bonnes décisions ont été prises et non seulement a-t-il mis son pays sur la bonne voie, mais en plus, il a géré une transition de façon totalement démocratique. Je suis également fière d'accueillir M. Dov Zera, que vous avez entendu hier lors de la cérémonie d'ouverture. Il est le directeur général de l'AFD, l'Agence française de développement, mécène de la chaire, et qui parraine également ce colloque, la chaire que j'ai eu l'honneur de présider cette année. Et donc, M. Zera est l'un des décideurs de l'une des principales agences d'aide au développement d'un des plus grands pays du monde. Donc, la question des priorités, de l'affectation de l'aide, des financements, de qu'est-ce qui est financé, reste son domaine de compétence absolue. J'ai aussi invité le professeur Adel El-Beltaghi, qui a un certain nombre de casquettes que j'ai oubliées pour certaines d'entre elles. Donc, il est spécialiste des végétaux. Il a été responsable de la recherche agronomique en Égypte, directeur général d'ICADA pendant 2 mandats, il y a quelques années. Ensuite, il a été l'un des fondateurs et l'un des présidents du Forum mondial pour la recherche en agriculture. Il est aujourd'hui à la Commission internationale sur les zones arides, dont le président nous a parlé tout à l'heure, l'ICARDA, et il est également président du système multilatéral pour le CIAM, c'est-à-dire le Centre international d'études agronomiques méditerranéennes. Donc, non seulement je l'ai invité en tant que spécialiste, mais aussi en tant que personne qui a consacré une grande partie de sa vie à la coopération multilatérale au niveau plutôt horizontal, plutôt que dans le sens bailleur de fonds bénéficiaire, mais plutôt comme rouage des réseaux multilatéraux. Donc, ensuite, nous avons le président d'un pays, le directeur d'une agence d'aide au développement et un des constructeurs des réseaux des systèmes multilatéraux. Et enfin, et non des moindres, j'ai invité mon ami David Beckman, qui a reçu
le prix de l'alimentation cette année, qui est le prix le plus prestigieux pour toutes les personnes qui se préoccupent de la nourriture. C'est l'équivalent d'un prix Nobel de l'agriculture, puisqu'il n'y a pas de prix Nobel pour l'agriculture, et il le mérite largement. Il a été mon collègue il y a quelques années, mais moi j'ai poursuivi ma carrière à la Banque mondiale. Lui, il a démissionné pour aller travailler pour une ONG. Et il m'a dit, je veux complètement me consacrer aux pauvres malheureux affamés de ce monde. Et il est devenu président d'une association qui s'appelle Bread for the World, Pain pour le monde en français, qui est une organisation un peu inhabituelle. Elle n'organise pas de programme de développement auquel les ONG habituellement se consacrent. C'est une ONG de plaidoyer dont la fonction principale est d'essayer d'avoir une influence sur les décideurs pour s'assurer que ces derniers vont effectivement être responsables de leurs choix et de leurs décisions politiques et qu'ils adoptent effectivement les choix et politiques qui vont bénéficier aux plus pauvres de la planète. Et il y a certaines organisations de plaidoyer que vous connaissez très bien. Pour ceux d'entre vous pour ceux qui connaissent les ONG spécialisées dans l'écologie, la protection de l'environnement, qui essayent d'avoir une influence sur la législation relative à l'environnement. Mais Pain pour le monde, juste là, pour rappeler l'existence des indigents et des personnes qui vivent dans des conditions d'extrême pauvreté. Je sais que tu as passé de nombreuses années à te consacrer à cela et je sais qu'aujourd'hui, Pain pour le monde, grâce à toi, est une source d'information qui fait autorité sur la question de la faim dans le monde, aux États-Unis aussi, parce qu'il y a aussi des gens qui meurent de faim, qui ont faim aux États-Unis. Et à l'extérieur des États-Unis, il va sans dire. Alors, vous avez toutes les facettes des processus de prise de décision représentés ici. Et maintenant que nous avons écouté les scientifiques, les acteurs de terrain, nous avons eu des exemples de réussite sur le terrain. Nous allons maintenant passer au cœur du sujet, c'est-à-dire pourquoi le monde est-il dans cet état aujourd'hui et que pouvons-nous faire aujourd'hui alors que nous sommes à la veille des sommets du G8 et du G20. Donc après cette longue introduction, je vais maintenant donner la parole au président Soglo et lui demander: Monsieur le Président, lorsque vous avez été face à toutes les crises que vous avez connues au Bénin, vous êtes intervenu dans l'une des situations les plus difficiles imaginables. Est-ce que l'une de vos premières pensées était de vous assurer que la nourriture allait être à un prix abordable pour tous? Et comment avez-vous fait pour fixer vos priorités? Est-ce que vous pourriez partager avec nous quelques pensées, quelques réflexions d'une personne qui a assumé une responsabilité suprême en pleine crise? Comment avez-vous procédé? Merci, monsieur Saragadine. Je vais parler en français. Alors, je dois dire que j'ai beaucoup de chance, puisque chaque fois que j'ai l'occasion de vous trouver sur mon chemin, c'est pour de bonnes décisions. C'est vrai que quand on prend des situations comme celles que connaissent actuellement certains pays du nord de l'Afrique ou d'autres parties du monde arabe, c'est vrai, il faut avoir de la chance. D'abord, de rencontrer des gens capables de vous aider. Alors, j'ai eu cette chance-là parce que j'étais passé évidemment par la Banque mondiale, comme vous l'avez dit. Ensuite, il y a le fait que quand j'ai entendu tout ce que j'ai entendu depuis hier, c'est fantastique, les progrès de la science. Ces progrès
Également, on peut dire que ce qui manque d'être au fond partagé, c'est qu'on sache, une fois qu'on a fait le diagnostic, quels sont les remèdes. Alors, je crois que dans le cas de mon pays, la chance que j'ai eue, c'est que on a souvent toujours l'habitude de comparer l'Afrique à l'Asie, mais on oublie souvent, on peut dire, la dimension historique. Je dis ça parce que quand je me suis trouvé dans la situation de mon pays, que vous avez évoquée tout à l'heure, nous avions, au niveau de la banque, fait au fond, on connaît les maladies dont souffre l'Afrique, et nous savons que la base de notre économie, c'est l'agriculture. Et que 4 personnes sur 5 vivent de cela, on peut dire, dans la plupart des pays africains. Alors le problème le plus important, c'est qu'il faut aller vers cela si on veut vraiment changer la situation. Mais ça suppose que vous mettiez d'accord avec tous les acteurs. Alors je crois que la première chose qu'il faut intégrer là-dedans, c'est de savoir dans notre continent quels sont les chocs que nous avons subis. Alors évidemment, on connaît les remèdes aussi, mais le premier choc, c'est que l'Afrique, on oublie souvent. Il y a quelques semaines, j'étais à la demande de la Fondation en Pologne pour aller voir le malheur d'une communauté qui a failli disparaître au cours de la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est un peu quelque chose de ce genre qui est arrivé à l'Afrique. Donc notre mal vient de loin. Et je l'ai souvent dit à la banque, quand on fait la comparaison Asie-Afrique, je dis, ça ne tient pas la route. Parce que il ne faut pas oublier quand même qu'après la conquête de l'Amérique, qui a été suivie du génocide des Indiens, malgré les protestations du Dominicain Las Casas, eh bien, la première conséquence a été l'Afrique, la dévastation de notre continent. Et les grandes puissances chrétiennes du vieux continent, comme le dit quelqu'un que j'aime beaucoup, le professeur Louis Salamolins, qui a écrit, du moins commenté le Code noir. Ces grandes puissances ont vampirisé l'Afrique pendant 4 siècles et organisé la plus grande déportation de l'histoire humaine. Je crois quand même que si on n'a pas cet élément-là, on ne peut pas comprendre. Évidemment, on se pose souvent la question, mais pourquoi ils se sont laissés faire? On peut poser la question aux Japonais, ils sont de bons, on peut dire, judokas, mais quand ils se sont trouvés en face de la bombe atomique, vraiment, ça n'avait aucune chance de les aider. Alors nous, on n'avait que la sagaie, les flèches contre les canons, donc, comme disait Mao Tse-tung, le pouvoir à l'époque était au bout du fusil, et c'est comme ça que notre société et en même temps notre agriculture a sombré dans cette affaire-là. L'homme qui a organisé ça, quand même, c'est un paradoxe, qui a écrit le Code noir, c'est le roi Soleil, qui a donc légalisé ce cauchemar. Et quand vous avez ces éléments en main, à partir de là, vous pouvez vous dire comment on peut s'attaquer à ces questions, pourquoi nous avons pris tant de retard. C'est pour ça que quand je suis arrivé à la banque, j'ai dit au senior vice-président des opérations, Ernest Stern, j'ai dit, écoute, tu as été en Inde, c'est magnifique et tout, mais tu arrives en Afrique, tu dois nous prendre pour des gens sortant quelque part, on ne sait pas où. C'est quand tu vas en Amérique, tu as quelques zoos humains où tu as quelques personnes qui sont les rescapés de ce continent. On peut dire la même chose également pour ce qu'on appelle les aborigènes en Australie, mais c'était quand même ceux qui habitent là. C'est avec eux qu'il faut essayer de refaire quelque chose.
Parce qu'après cette période, quand les Européens sont revenus pour couper notre continent en petits morceaux, ils ont organisé l'économie en fonction de leurs intérêts personnels. Donc, voilà l'héritage que vous avez. C'est-à-dire qu'on a laissé de côté de quoi nourrir les gens et ils sont vraiment appesantis sur tout ce qui pouvait permettre de satisfaire les besoins, mettons, de ceux qui étaient là, ceux qui étaient pour l'ordre colonial et tout. Donc, voilà l'héritage qu'on a. Et c'est ça qu'il faut essayer de gérer. Alors, c'est pour ça que quand on fêtait, il n'y a pas tellement longtemps, ce qu'on appelait les 50 ans de l'indépendance des pays africains, surtout après une succession, un cocktail de crises alimentaires, énergétiques, climatiques, financières et économiques, on se dit, mais ils fêtent quoi exactement? Alors, la chance que j'ai eue, comme vous l'avez dit tout à l'heure, quand j'ai pris une situation un peu celle qu'a connue votre pays, pas tellement tout récemment, et que la même situation est arrivée en Tunisie, se poursuit ailleurs, on a au moins déjà une série de solutions. La chance que j'ai eue, je dois dire très franchement, une fois que je suis arrivé, notre pays était au bord de la guerre civile, les gens, pensaient que le gouvernement qui était là devait gérer les programmes d'ajustement structurel, et comme j'ai été pendant quelques années au conseil d'administration de la banque, je pouvais apporter une certaine aide. Mais la chance que j'ai eue, je dis souvent, dans la vie, ce sont les rencontres. Cette rencontre, ça a été qu'au moment où j'étais élu Premier ministre, un homme ou deux hommes ont traversé la frontière du Togo vers mon pays. L'un, c'est le président Carter, il était connu. Le second était également très célèbre pour tous les problèmes, disons, de développement agricole. Je le tiens personnellement pour le pasteur de l'agriculture. C'est Norman Borlaug. Alors, c'était le patron, disons, le sauveur à la fois du sous-continent indien, avec ses découvertes extraordinaires. Alors, il est arrivé. Alors, je lui ai dit, voilà, on ne m'a pas fait un cadeau. Le pays est pratiquement au bord de la guerre, mais il faut nourrir les populations. Et quel est votre diagnostic? Alors, il me dit, écoutez, si on regarde bien cette partie du continent, il pleut beaucoup en Côte d'Ivoire et au Ghana. Eux, ils peuvent se permettre de produire du cacao, du café, tout ça. De l'autre côté, au Nigeria, c'est le même, ces choses, mais il y a un microclimat chez toi, entre le Dahomey, disait Bénin, et puis le Togo. Donc, il y a peu de chances que tu gagnes de l'argent, puisque la politique de la banque à l'époque, c'était que on vous dit, vous allez produire des cultures de rente et vous allez importer de la nourriture des pays riches. C'est-à-dire que chez nous, on mange le matin du pain, on ne produit pas du blé. Enfin, c'est ce genre de situation qu'il faut gérer. Alors il m'a dit, écoute, comme tu dois beaucoup d'argent, il faut que tu aies quand même de quoi rembourser les dettes. Alors, quand on regarde à peu près ton pays, tu peux commencer peut-être à faire peut-être du coton. Mais surtout nourrir la population, parce qu'ils ne peuvent pas produire s'ils ne sont pas en bonne santé, tout ça. Alors, nous avons donc commencé grâce à lui. Et je dois dire honnêtement que ça a été notre chance. En ce sens que ce qu'il disait par rapport aux études que la banque avait faites à l'époque, à notre demande, et également avec le soutien de McNamara sur le développement accéléré de l'Afrique, on a dit le choix, ça doit être un choix des gouvernements locaux. C'est eux qui connaissent les besoins, non pas
ceux qui viennent de l'extérieur. Ensuite, il faut absolument que les paysans soient directement intéressés, parce que s'ils n'ont pas d'intérêt, pourquoi le feraient-ils? Et évidemment, il faut tenir compte du fait que les terres qui ont été déclarées terres du gouvernement maintenant, il faut leur donner la possibilité de pouvoir maîtriser cela. Et il faut quand même, ce qu'on a rappelé hier longuement, et ceux qui s'occupent maintenant avec Bill Gates de lancer la révolution verte en grand, il faut s'appuyer évidemment sur les petits paysans et tout ça, parce que c'est eux les plus nombreux et tout ça. Donc, c'était les éléments les plus importants sur lesquels il fallait choses. Et je me rappelle que quand il a parlé, en ouvrant cette conférence, M. Dovzera avait parlé des questions touchant les organismes de commercialisation qui gèrent les produits comme les marketing boards et tout ça. Eh bien, il ne faut pas non plus taxer, injustement, on peut dire, donc les paysans, sinon, ils n'ont aucun intérêt. Donc, il faut surtout les prendre, surtout pour des gens responsables. J'ai entendu, hier, il y a 2 personnes, heureusement ce matin, on a corrigé ça, qui disaient, bon, est-ce que le paysan, il a un cerveau, tout ça, est-ce qu'il fait le bon choix? Si. C'est pas parce qu'il est analphabète qu'il est bête, non. Non, il sait exactement quels sont les problèmes qu'il faut régler les uns après les autres. Et on se rend compte qu'une fois qu'il a son intérêt, les choses fonctionnent normalement. Et c'est la chance que nous avons eue, je crois, parce que je crois qu'on a abordé toutes les questions, que ce soit non seulement la question des prix, la question évidemment, la nécessité d'avoir également une commercialisation qui ne donne pas, disons, ni au public ni au privé trop de pouvoir. Et surtout, il faut, et ça nous l'avons fait grâce à Norman Borlaug également, mais aux études que nous avions au niveau de la Banque et des organismes de développement, il faut quand même que pour accéder au marché, ils puissent quand même prendre des pistes ou des routes qui soient praticables, c'est-à-dire des choses de bon sens. Alors c'est ça que nous avons mis en place, et je dois dire que, basé sur une bonne recherche, puisque ça existait, ce qu'on a dit vraiment m'a rempli beaucoup hier sur les progrès de la science. Le seul problème que le politique doit se poser, c'est de savoir que ça ne donne pas de résultats négatifs. On a parlé de prudence et tout, mais sinon, grâce à Sasakawa, bon, il fallait évidemment qu'on redonne un peu de fertilité au sol, parce qu'on n'avait pas l'habitude d'utiliser les engrais chez nous, surtout les engrais chimiques. Mais également, on peut dire qu'il y avait pas mal d'engrais organiques. Alors, il y avait, on ne le sait pas. Et c'est pour ça que je voudrais que, à la fois M. Dovzera qui est ici et les organismes développent tout ce qu'on a dit sur les secrets d'un certain nombre. Parce que pour prendre une décision et pour pouvoir en parler vraiment aux paysans pour changer la situation, il faut s'assurer quand même que ça existe. Je sais par exemple que chez moi, pour régénérer les sols, je ne suis pas technicien, on a dit, il y a une plante, une fois que tu le mets, ça redonne, disons, de la fertilité au sol et tout. Bon, les scientifiques parlent d'azote, moi je ne connais pas. Ce que le paysan veut voir, c'est que si ça donne des résultats, immédiatement, donc il est capable effectivement de l'utiliser, et dès qu'il a au fond, il gagne de l'argent, il va de l'avant. Donc voilà, je crois, les principaux éléments que nous avons utilisés à l'époque, et ça a marché. Ça, je dois dire honnêtement. Je crois que vous êtes trop modeste, Monsieur le Président, parce que ça a marché, et le
Petit Bénin. Le Petit Bénin est devenu le 3e producteur de coton en Afrique, après l'Égypte et le Mali. So I think the president is too modest. The success of... Je pense que le président est beaucoup trop modeste et que le succès de cette production s'est traduit par le fait que le Bénin est devenu le 3e plus gros producteur de coton. L'Afrique, c'est vrai, effectivement, ça surprenait de voir un tout pays de 112 000 km², enfin, effectivement, venir immédiatement après l'Égypte et le Mali, avec même la vocation de pouvoir même être le premier. Mais c'est là où il y a également une dimension politique dans les décisions que nous prenons. Bon, on était bien parti, c'est vrai, parce que, je tiens à le rappeler, c'est vrai, ce petit pays, 3e producteur de coton d'Afrique, les résultats étaient vraiment chauds parce que Norman Borlaug nous avait donné, au fond, des semences qui ont bien marché, c'est-à-dire qui en même temps contenaient de la protéine, QPM. Je crois que M. Frémaux, qui est dans la salle, qui était le secrétaire général de Sasakawa et tout ça, c'est à peu près qu'on a appliqué à pas mal d'autres pays d'Afrique, que ce soit le Ghana, le Nigeria, l'Ouganda, le Malawi, enfin, au conseil d'administration, on parlait de ces questions. Ça a donné des résultats spectaculaires, c'est-à-dire que le paysan de chez nous faisait un maïs à 800 kilos. Borlaug disait, vous pouvez faire 8 tonnes en station. Vous donnez au dernier des paysans, enfin, il est capable de faire 4 à 5 tonnes, c'est-à-dire de multiplier ses revenus, on peut dire, par 5. S'il est sûr qu'après ça, il peut garder dans des greniers, parce que pour pouvoir l'inciter à développer cette production, il faut l'aider, parce qu'il n'a rien. Il faut mettre sur pied un système de crédit simple. Et tous les éléments de production et de la filière. Donc ce sont ces éléments-là qui ont été à la base donc, des succès que nous avons obtenus. Mais ce que je veux dire, c'est que nous avons dû arrêter les progrès parce qu'il y a d'autres considérations qui sont purement politiques, qui ne tiennent pas simplement de notre décision à nous, mais qui tiennent des pressions extérieures qui font que vous pouvez arrêter brutalement, alors que 3e producteur de coton, enfin vraiment les gens gagnaient beaucoup d'argent, les paysans, les pistes de dessert rural étaient en place et tout, et nous étions partis d'un taux de croissance négatif de -3 à +6 en moins de 6 ans. On disait mais on va aller rapidement plus loin. Et puis nous avons été obligés de plier bagages parce que bon, il y a des faits que nous ne pouvons pas maîtriser. Et ça, je parle, mais si vous voulez, on en parlera plus tard, d'un ami qui est un camarade d'école et tout, qui allait aux élections et qui, naturellement, avait pris l'habitude de taxer un certain nombre de pays. Et si tu ne payes pas, tu es obligé de plier bagages et de dire bye-bye. Ça nous rentre un peu dans le domaine politique, Monsieur le Président. Well, I think with the amazing things in this. Maintenant, je voudrais qu'on revienne à l'agriculture et qu'on parle d'agriculture. Le président Soglo a été en mesure de faire passer le Togo de -3% à +6% en matière de croissance économique. Oui, le pays s'appelait le Dahomey et maintenant il s'appelle le Bénin. Et vous avez fait du Bénin le 3e plus gros producteur de coton en Afrique après le Mali et l'Égypte. Par ailleurs, vous avez, et grâce à l'aide de Norman Borlaug et de Jimmy Carter et d'autres scientifiques, vous avez augmenté de manière significative les résultats eu égard à la production d'aliments. Mais maintenant, je me tourne vers le professeur Dovzea, qui est une personne qui a évolué dans le système d'aide aux pays en développement. Monsieur Dovzea, vous
Vous avez beaucoup travaillé sur la dette de nombreux pays africains et nous avons également travaillé ensemble pour soutenir l'agriculture. In the French development agencies, you mentioned your priorities. So in which way would agriculture be approached now? And is the French aid agency aujourd'hui, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est différent? Je vous passe la parole. Merci. Je ne vais pas reprendre le propos que j'ai tenu hier et je vais en revanche, tout en poursuivant dans la description de l'importance du développement agricole, rentrer dans le détail de 5 points particuliers qui, à mon avis, interpellent les décideurs parce que ce sont des points sur lesquels, si volonté politique il peut y avoir des solutions et ces solutions peuvent nous permettre, pour le coup, d'avoir un espoir raisonnable d'éradiquer la faim. Premier point sur lequel je voudrais insister, c'est la mécanisation de l'agriculture africaine. Je l'ai mentionné hier, je rentrerai un petit peu plus dans le détail. Rien ne justifie qu'aujourd'hui, le cotonculteur texan cultive son champ avec un tracteur qui a à l'intérieur la climatisation, la télévision, le GPS, et que le cotonculteur africain continue à labourer son champ avec une charrue et un bœuf, dans certains cas rares, un âne. Il faut bien voir que c'est un problème fondamental parce que, à la moindre crise, eh bien, une des premières victimes des difficultés financières de l'agriculteur africain, c'est le bœuf qu'on abat. C'est l'outil de travail qu'on détruit et donc tout est remis en cause. Alors, bien entendu, il ne s'agit pas, en termes de mécanisation, d'aller immédiatement sur le modèle du tracteur du cotonculteur texan. Il peut y avoir des modèles beaucoup plus limités, notamment en termes de consommation d'énergie, mais c'est un point fondamental, c'est un point essentiel de modernisation et d'évolution des productions. Et le développeur, qui est comme l'Agence française de développement et d'autres bailleurs de fonds, nous pourrions très bien nous retrouver pour, je dirais, faire des centres de matériel agricole qui sont mis à disposition des agriculteurs moyennement une petite location. C'est un point essentiel qui permettrait de faire évoluer. Deuxième point sur lequel est intervenu le président Soglo, ce sont les fertilisants. Et alors, je voudrais utiliser ce sujet des fertilisants pour insister sur un point communément répandu. Il n'y a pas d'opposition pour moi, et c'est une de mes convictions profondes, il n'y a pas d'opposition entre culture de rente et culture vivrière. Et je prendrai le cas du coton. Que se passe-t-il généralement en Afrique? En Afrique, nous avons des petites exploitations familiales, généralement d'1 hectare ou d'un demi-hectare, et la moitié de l'exploitation est consacrée à la culture de rente, le coton, qui permet d'avoir une épargne, et l'autre moitié avec la culture vivrière. Et cet assemblage est essentiel. Pourquoi? Il est essentiel, mais il est aussi source de problèmes. Je m'explique. Il est essentiel parce que le champ de coton est cultivé grâce notamment à des semences et des fertilisants qui sont apportés par la société cotonnière en avance de préfinancement. La société cotonnière faisant cette avance parce qu'elle attend, le moment venu, la récolte pour laquelle elle paye. Et d'ailleurs, la récolte est payée à un montant duquel est diminuée
le prix des fertilisants et des semences. Mais que fait le cotonculteur? Le cotonculteur, il utilise une partie des fertilisants pour travailler le champ de culture vivrière. Et si aujourd'hui, je l'ai mentionné hier, j'y reviendrai tout à l'heure sur mon 5e point concernant le commerce, si aujourd'hui vous avez des difficultés de la culture cotonnière en Afrique, vous avez automatiquement des problèmes sur le vivrier. C'est quelque chose d'essentiel. Et c'est une difficulté aussi du développement de la culture cotonnière, parce que comme le cotonculteur dilue les fertilisants, forcément les rendements sur le champ de coton sont inférieurs. C'est pour ça qu'on a des rendements d'environ 1 tonne. Et lorsqu'on a encore aujourd'hui 1 tonne à l'hectare, on est bien content, mais ça peut aller, par exemple, comme au Tchad, jusqu'à 500 ou 600 kilos à l'hectare. Et donc ce sujet des fertilisants, sans opposer culture vivrière et culture de rente, est un élément essentiel, étant entendu que pour dépasser ce problème de dilution des fertilisants, pour avoir les meilleurs rendements, il faut qu'il y ait des organisations régionales financées par des bailleurs qui apportent des fertilisants à un prix aussi réduit que possible. Troisième problème essentiel, fondamental, c'est l'encadrement agricole. Il faut qu'il y ait des organisations toujours au niveau régional. Aujourd'hui, il ne peut pas y avoir de solution au niveau national. Il faut que les bailleurs, les développeurs interviennent par des mécanismes régionaux, que ce soit au niveau de l'UMOA, que ce soit au niveau de la CEMAC ou de la SADC ou de l'Afrique de l'Est. Et l'encadrement agricole est un élément essentiel pour lequel on doit venir pour expliquer aux paysans quand est-ce qu'il doit faire le cerclage, quand est-ce qu'il doit faire la récolte, quand est-ce qu'il doit faire les semis, quand est-ce qu'il doit faire les nouveaux semis. Il y a des moments importants parce que ce sont des cultures dans l'ensemble, pratiquement tous les pays d'Afrique subsaharienne, ce sont des cultures pluviales. On n'est pas en zone irriguée, on n'est pas du tout comme aux États-Unis, en Australie ou en Égypte, en Asie mineure, en culture irriguée. Le 4e point, on en a parlé hier, c'est les prix, donc je ne vais pas revenir. Pierre Jacquet a aussi fait une conférence et donc a expliqué, mais je redis ce que je voulais dire hier un peu rapidement. Il y avait des caisses de stabilisation. Elles ont disparu, ne faisons pas l'historique. Je pense que le moment est revenu de créer des caisses de stabilisation, mais au niveau régional, et non pas au niveau national, ou des mécanismes de lissage de prix au niveau régional. Et c'est un point aussi essentiel. Et le professeur Serra Galdin l'a dit à un moment de son introduction. Il faut qu'il y ait au niveau des bailleurs une communauté de pensée. Et dans les années 90, il n'y avait pas de communauté de pensée entre les bailleurs sur le développement agricole. Et ça, c'est un point important. Et ça, c'est un point essentiel. Et si on peut au minimum retirer un élément de ce colloque, c'est d'adresser aux responsables et de leur dire il faut qu'il y ait un corps de pensée commun entre les bailleurs. Pas besoin de faire l'historique des années 90, des années 2000, de ce que les uns et les autres pensent sur ces années. Regardons devant nous. Et en tout état de cause, aujourd'hui, il y a l'émergence de cette pensée commune sur le développement agricole. Et l'exemple notamment des mécanismes de lutte contre la volatilité des prix est à cet égard significatif. Je terminerai par un dernier point, le commerce. Depuis 10 ans, je dis et redis que le coton africain ne peut pas continuer à perdurer s'il y a d'autres producteurs de coton, chinois, indiens et américains, qui subventionnent leur coton. Européens également, notamment grecs et espagnols. Alors, moi j'ai eu en son temps de très longues discussions avec nos partenaires américains. Il y a des raisons spécifiques aux États-Unis, des raisons spécifiques en Chine, en Inde. Après tout, au sein de l'Organisation mondiale du commerce, on peut accepter des mécanismes de subvention. Pourquoi pas? Mais alors, à ce moment-là, il faut que la communauté internationale apporte une compensation à l'Afrique. Pour des raisons d'aménagement du territoire. Comme en Europe, en Grèce
Et en Espagne, le coton est subventionné parce que c'est spécifique à certaines régions qu'il faut accompagner, sur lesquelles il n'y aurait pas beaucoup d'autres cultures de diversification. Très bien, mais alors à ce moment-là, on ne peut pas laisser le seul coton au monde qui soit compétitif, je le répète, et ça, je suis prêt à soutenir toute discussion contradictoire sur les chiffres de rentabilité et de productivité du coton africain. C'est le seul coton qui soit compétitif, sans aucune subvention. Ne serait-ce que parce que c'est un coton pluvial et c'est un coton non mécanisé avec une main-d'œuvre qui est payée quand il y a des revenus. Voilà, c'est simple, c'est pas compliqué, vous ne pouvez pas être plus compétitif. Eh bien, on ne peut pas laisser ce coton péricliter avec les effets sur le vévrier sur lesquels je souhaitais insister, si dans le même temps, il y a des poids qui sont faits sur la production par le fait d'autres cultures subventionnées. Ouais. Acceptons les subventions, acceptons la compensation. Voilà, j'en resterai là à ce stade. Merci pour ces 5 points essentiels, surtout le dernier, qui nous permet de passer au Dr Adel Beltagi. Dr Beltagi, now I think Mr. Dov Zera has very clearly identified these 5. Je pense que on a bien identifié 5 points. Le 5e point est véritablement un problème. C'est que les pays riches du monde et même les pays en développement les plus avancés comme la Chine et l'Inde subventionnent leur agriculture, notamment la culture du coton. L'Africain ne le fait pas. Et si les Européens et les Américains continuent à subventionner l'agriculture, il devrait peut-être y avoir des compensations pour les pays en développement. Vous avez une longue expérience de création de forums et de réseaux pour les relations entre les Nord et le Sud. Alors, quel est votre point de vue sur le développement régional, national de l'agriculture? Merci de m'avoir présenté. Tout d'abord, je voudrais évoquer les compartiments, les silos, les cloisonnements qui persistent entre l'innovation, la connaissance et l'application des connaissances. Vous en avez évoqué certains hier, mais d'autres choses que vous avez tous évoquées à ce jour, c'est qu'il y a une crise alimentaire mondiale, il y a un tsunami financier, plus le changement climatique. Et dans le 4e rapport du GIEC, nous avertit encore plus que le changement climatique sera encore plus grave. Et voici le contexte dans lequel on parle de lutte contre la faim, de l'éradication, de la sécurité alimentaire sans avoir des dépenses excessives de transport des denrées alimentaires en raison d'augmentation des prix des carburants. Alors, si on pense à ces implications globales au niveau régional et national, reconnaissons qu'il y a des atouts à chaque niveau. Mais si nous envisageons ces atouts, si nous voulons avoir une nouvelle agriculture, une agriculture modernisée, on ne peut pas le faire sans connaissances supplémentaires. Si on utilise ces nouvelles connaissances, on va pouvoir mieux utiliser les sols, l'eau et protéger la biodiversité, et ça résoudra le problème. Mais pour ce faire, il faut changer et moderniser l'agriculture. Et je voudrais vous donner un petit exemple lié au changement climatique et à la rotation des cultures. Par exemple, certains ne plantent que du maïs et vont être obligés d'accélérer parfois ces cultures ou de changer de culture. Certaines indications donnent que le rendement de certaines productions est en baisse et dans certaines régions, les agriculteurs doivent abandonner la culture de certains fruits comme les pêches et les prunes. Pour l'aquaculture marine notamment, des estimations montrent que dans les océans proches de l'Amérique latine,
il y a des variations de température de l'eau et donc du pH, ce qui va induire des variations dans la faune. Et même les cours d'eau seront affectés à plus long terme. Par conséquent, il faut essayer de voir qui est responsable du transfert des connaissances aux petits exploitants, parce que ce sont eux qui comptent. C'est-à-dire comment peut-on créer des passerelles de l'innovation pour qu'il y ait un changement. C'est un effort collectif qui est requis et qui doit reposer sur des réseaux efficaces de partenaires de différents profils, d'associations professionnelles, de jeunes agriculteurs et de bailleurs de fonds et de chercheurs. Il faut que cela vienne du secteur des agriculteurs eux-mêmes, qui seront ensuite aidés par les politiques publiques de leur gouvernement. Alors, peut-on espérer un jour sortir du dilemme actuel? Si vous considérez les chiffres du nombre de personnes qui souffrent de la faim dans le monde et des OMD, les objectifs du millénaire pour le développement, il est dommage de constater que, en fait, le nombre d'affamés a augmenté. Et ce chiffre pourrait augmenter encore si nous n'agissons pas rapidement. La responsabilité des pays est de faire le bilan de leurs atouts et de développer des stratégies, des plans qui vont promouvoir une agriculture qui sera fructueuse pour les générations futures. Et certains pays n'ont pas les moyens de le faire seuls. Il existe des canaux de coopération régionale et internationale pour ce faire. Et donc la responsabilité ne repose pas uniquement dans les mains d'une seule entité, qu'il s'agisse d'une entité locale ou internationale. Nous avons endossé la responsabilité pour notre planète. Si rien ne se fait, eh bien, un événement politique dans un pays va faire un effet domino ailleurs. Et tous nos espoirs de paix et de stabilité s'éloigneront davantage. J'aimerais ici maintenant me centrer sur la question de l'eau dans les zones arides où vivent 2,5 milliards d'habitants. Le nombre de litres d'eau par personne et par an va baisser. En Jordanie, on parle de 180 mètres cubes d'eau par an. Et si l'on compare cela aux États-Unis, nous sommes en train de parler de 1700 mètres cubes d'eau par an et par personne. Et donc là, il faut trouver des mécanismes qui permettent d'améliorer l'efficacité de la consommation de l'eau. Il faut, dans le domaine de l'agriculture, peut-être changer le profil génétique des plantes qui vont résister alors à des températures plus élevées, ou alors changer les techniques de culture. Nous en avons entendu quelques exemples de la part de certains intervenants hier et aujourd'hui. Mais ces deux actions doivent aller de pair. L'efficacité de la gestion de l'eau est très importante. Et si le paysan produit, il faut aussi qu'il commercialise. Il faut donc lier les agriculteurs aux marchés locaux et puis aux marchés internationaux, avec notamment des systèmes de chaînes de froid. Et c'est là que l'on touche le point que vous avez évoqué, c'est la question des subventions. Nous parlons de 300 milliards de dollars par an. Des pays développés, donc OCDE, Japon, États-Unis. Et lors des négociations de Doha, on a vu que ça allait baisser à 200 milliards de dollars. Mais en fait, il y a une augmentation parce qu'il y a des subventions pour que les raffineries transforment des cultures en combustible, en carburant. Donc le message au G20,
c'est véritablement de les inciter à faire en sorte que la connaissance soit transmise aux petits agriculteurs et puis que l'on traite la question de l'obstacle dû aux subventions dont sont victimes les petits agriculteurs parce que 80% de l'agriculture des pays en développement est gérée par des petits agriculteurs, non seulement pour le bétail, mais également pour les cultures et la pêcherie. Merci beaucoup. Vous avez soulevé un grand nombre de points importants. Maintenant, j'aimerais que l'on adopte un angle de vue différent. On a eu celle des réseaux multilatéraux, celle d'un pays, celle d'une agence de développement. Je voudrais maintenant donner la parole à David Beckman. Vous avez travaillé toute votre vie pour vous assurer que les politiques nationales aux États-Unis répondent aux besoins des plus pauvres aux États-Unis et à l'étranger. Comment avez-vous procédé? Je vais peut-être d'abord présenter mon organisation, donc Bread for the World, Pain pour le monde, et puis ensuite je développerai mes propos. Pain pour le monde, Bread for the World est un mouvement de plaidoyer. Nous organisons des personnes et des églises de toutes formes pour qu'elles exercent une influence sur les membres de la Chambre des représentants et du Sénat aux États-Unis, le Congrès. Donc nous menons de grandes campagnes pour que les législations soient adoptées pour que les plus pauvres aux États-Unis et à l'étranger soient pris en compte dans ces législations. Ainsi, par exemple, les États-Unis ont adopté cette loi pour les pays à faible revenu en 2000 et ceci n'aurait pas pu être possible sans le travail de plaidoyer de Bread for the World partout aux États-Unis qui, tout d'abord, sont allés voir les représentants au Congrès et ont invité Clinton à participer à cet accord international. Et ensuite, ce thème a été pris en compte par le Congrès américain. Le Congrès, les États-Unis ont triplé leur aide à l'international. Nous avons triplé l'aide à la nutrition pour la population souffrant de la faim aux États-Unis. Et nous ne l'avons pas fait tout seul chez Bread for the World, mais ceci n'aurait pas été possible sans notre réseau de base. Il s'agit d'environ 1 million de personnes, dont 2000 qui sont des bénévoles extrêmement actifs et très bien organisés au sein de leur communauté. Nous avons également travaillé sur la question des subventions lorsqu'en 2008 et 2009, on a renégocié la question des subventions aux agriculteurs aux États-Unis au Congrès. Nous défendions l'idée d'une réduction des subventions et de mettre un petit peu fin à ce protectionnisme et peut-être que cette loi sera revue en 2013 et on commence à se préparer. C'est assez intéressant parce qu'en raison de la pression fiscale sur les États-Unis, Obama et les républicains qui s'opposent à lui sur la plupart des sujets disent qu'ils veulent réduire les subventions aux agriculteurs américains. Donc peut-être que se présente là pour nous l'occasion de parvenir à une réduction de certaines subventions. Et peut-être que cette pression fiscale va conduire les Japonais et les Européens à suivre la voie des Américains, ce qui serait positif pour le Bénin au bout du compte. Donc, Bread for the World est organisé avec des organisations religieuses de tout type, des musulmans, des catholiques, des protestants, des juifs. En fait, nous nous adressons à ceux qui prient pour les personnes affamées et nous leur demandons d'exercer, d'aller rencontrer leurs représentants et leurs sénateurs dans leurs États respectifs et ça marche. On n'a pas gagné toutes les guerres, mais en tout cas, on a remporté quelques batailles. Et je pense que la contrainte qui est liée à la lutte contre la lutte contre la faim, c'est l'absence de volonté politique. Depuis les années 60, il y a eu des centaines de conférences et de colloques sur l'éradication de la faim. On n'arrête pas de dire
Il faut lutter contre la famine. C'est juste une question de volonté politique. Et à la suite du colloque, il y a une liste d'idées pleines de bon sens pour lutter contre la faim et pour l'éradiquer. Et en fait, on ne le fait pas parce que la volonté politique n'existe tout simplement pas. Donc, et on ne mène pas cette conférence ici de cette façon-là. Notre recommandation, c'est de prendre des mesures pratiques pour construire la volonté politique. Et parfois, vous avez de la chance, vous avez un bon président, comme le président du Bénin. Mais même si vous avez un bon président, il faut que les institutions viennent en appui au président et vont permettre d'éradiquer la famine. Et je pense que nous pouvons construire et inciter toutes les institutions et les organisations de plaidoyer à le faire. Cela peut être des ONG de pauvres comme les organisations paysannes, les organisations d'agriculteurs qui peuvent présenter leurs réclamations, ou les organisations humanitaires ou les organisations humanitaires à base religieuse qui se préoccupent de la population du monde, qui doivent s'organiser davantage. Ou cela peut être un parti politique ou un ministère dans un gouvernement ou un institut chargé de la nutrition. Ou l'EFAD, par exemple, est une institution qui invite le reste du système international à agir en faveur des pauvres ruraux. Ces institutions n'apparaissent pas ainsi en tombant du ciel. C'est nous qui les avons construites. Ce sont des êtres humains qui les ont construites. Donc, nous pouvons construire ces institutions, ces organisations. Vous pouvez développer une organisation au niveau de la base qui va ensuite inviter le gouvernement à avancer plus loin. Cela demande de la planification, cela demande des financements. Il y a des techniques avéré qui montre qu'il est possible d'avoir une influence sur les personnes qui sont détentrices de pouvoir et d'autorité. Et je pense que de mon expérience, en tout cas, je pense que beaucoup de responsables politiques sont heureux lorsqu'ils s'adressent à des personnes qui viennent les titiller, qui viennent leur dire « il faut faire telle ou telle chose pour les affamés de la terre ». David, j'ai une question à vous poser parce que ce qui étonne les gens dans ma région du monde, c'est qu'il y a des gens qui ont faim aux États-Unis, alors que c'est l'un des plus riches du monde, l'un des plus gros exportateurs de denrées alimentaires et l'un des plus gros producteurs de denrées alimentaires. Alors, c'est un scandale, c'est un vrai scandale. Et donc, on n'est pas suffisamment fort puisqu'on n'a pas résolu le problème. Aux États-Unis, et j'imagine que c'est aussi le cas en France, il y a de la pauvreté. Culturellement, je pense que les Américains se méfient de l'institution gouvernementale. Donc, ils vont très volontiers donner à des organisations caritatives, mais pas au gouvernement. Et c'est un problème culturel pour nous. Et en raison de cela, eh bien, selon le gouvernement fédéral américain, un enfant sur 4 aux États-Unis vit dans une famille qui, parfois, n'a pas suffisamment à manger dans le frigo. Donc, ce sont des familles foyers à faible revenu. En général, ce sont des familles monoparentales, très souvent des mères. Et à la fin du mois, la dernière semaine, eh bien, la mère n'a pas de quoi acheter à manger. Elle-même ne va pas manger pendant plusieurs jours pour pouvoir nourrir ses enfants. Et puis parfois, il n'y a pas assez pour les enfants non plus. Et dans ces foyers où le budget pour l'alimentation est très limité, ce sont des personnes qui ont un niveau de qualification scolaire et universitaire qui n'est pas très bon. Ils achètent des aliments qui n'ont pas de nutriments. Ils n'achètent pas de légumes, ils n'achètent pas de fruits. C'est pas le même problème que la famine en Éthiopie.
Et curieusement, ce type de famine contribue aussi à l'obésité, et particulièrement pour les mères, parce que les mères ne mangent pas et lorsqu'elles touchent leur coupon pour avoir de la nourriture du gouvernement, elles mangent énormément et elles se rattrapent. Et cette variation entre manger beaucoup et ne rien manger du tout et manger très mal serait la cause de l'obésité, est une des causes de l'obésité. Et il ne faut pas grand-chose pour résoudre le problème. Nous préconisons l'assistance alimentaire aux populations pauvres. Il y a d'autres systèmes pour lutter contre la pauvreté, notamment des systèmes fiscaux qui pourraient être aménagés. Mais ça marche pas très bien. Mais il faut organiser les Américains pour qu'ils exercent une pression sur leurs responsables politiques de façon à ce qu'enfin ils s'attaquent au problème de la famine dans leur propre pays et puis au-delà dans le reste du monde. Dans la partie du monde où je viens, on pense que les pavés des trottoirs de New York sont en or. On a tous des images des années 50 de ce que pourrait être la vie en Californie. Ça, c'est une chose. Donc, si l'on écoute les leçons de vos organisations de plaidoyer auprès des institutions pour qu'il y ait une volonté politique, est-ce que ça veut dire qu'il faut renforcer les activités de type société civile et communauté, ou faut-il encourager l'action des gouvernements? Dans beaucoup de pays en développement, les gouvernements ne sont pas très efficaces, alors que les groupements de population, les communautés sont très solidaires, mais leur impact au niveau national est fortement limité. Et je sais que vous avez fait un plaidoyer pour des politiques mondiales aux États-Unis, pas uniquement à l'échelle nationale. Si vous voulez qu'il y ait une volonté politique, est-ce que le gouvernement doit encourager les initiatives locales, privées, associatives et collectives, ou est-ce que c'est au gouvernement de le faire? Un peu des deux. Je pense que le problème, c'est pas qu'on ne sait pas comment procéder. Il y a plein de choses que l'on sait faire et qu'on sait comment les faire et qu'on ne fait pas. Parfois, c'est tellement évident d'adopter ces solutions pour réduire la pauvreté, on le fait pas par manque. C'est j'en ai rien à faire. C'est le j'en ai rien à faire organisé, institutionnalisé. J'en ai rien à foutre institutionnalisé. Mais c'est le j'en ai rien à faire, mais c'est institutionnalisé. C'est l'absence d'engagement politique. Il faut qu'il y ait un peu des deux. Je pense que ça dépend des cultures des pays. Par exemple, aux États-Unis, on agira différemment qu'en Suède. En Suède, on va s'attendre à ce que ce soit surtout au niveau gouvernemental, que tout soit décidé par des politiques publiques. Aux États-Unis, on a l'habitude de ce que l'on appelle les institutions communautaires. Donc, je pense que un bon mélange d'un système de regroupements locaux, de communautés, de personnes qui s'engagent dans des actions de solidarité locale, ça marchera bien, mais il faut aussi qu'il y ait une action gouvernementale. Mais le bon dosage va dépendre de la politique, de la culture politique des pays. J'ai une question très précise qui vient de ces déclarations. La première est: pensez-vous que les gouvernements doivent prendre la tête de ces politiques ou juste venir en appui à ces initiatives locales et associatives et communautaires? Et puis, autre question qui s'adresse à nos trois éminents spécialistes, c'est: est-ce que les agences d'aide internationales ont le droit de contourner le gouvernement et soutenir des groupes locaux d'action, ou sont-elles obligées de passer par les gouvernements pour soutenir ces groupes locaux, d'initiatives locales? Alors, qui veut commencer? Qui veut commencer à répondre?
Donc, je vais vous laisser réfléchir, Président Soglo, avant. On va écouter Adèle. Je pense qu'il faut commencer très en amont, en fait très tôt, à l'école, avec les enfants. En leur faisant prendre conscience qu'ils ne sont pas seuls au monde, que ce n'est pas à l'échelle de leur village, de leur ville ou de leur région, c'est que dès leur enfance, il faut qu'ils aient conscience qu'il y a le reste du monde, qu'ils sont citoyens du monde. Je ne dis pas par là qu'on doit être antinationaliste, on peut être nationaliste si on le veut, mais il faut qu'ils aient conscience du fait qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils sont citoyens de ce monde et que c'est une responsabilité commune et partagée. Et ça va nous permettre de sortir de certains dogmes, de certains élus locaux qui ne voient pas plus loin que leur circonscription électorale. Et peut-être que c'est pas le cas de tous les responsables politiques, mais c'est possible en tout cas. Il faut se sentir responsable vis-à-vis des autres, vis-à-vis de notre famille, de nos proches, mais aussi de notre pays et des autres, de nos congénères, des autres humains, tout simplement. Et que l'on arrête d'entendre ces personnes qui disent le changement climatique n'existe pas, que les subventions c'est très bien pour nous, mais on s'en fout des autres. C'est exactement ce que vous disiez. C'est cette politique du je m'en foutisme bien organisée, institutionnalisée. 2 commentaires très brefs sur les agences d'aide internationale sont intergouvernementales par nature. Donc peu importe la volonté politique, il y a plein de gens très intelligents qui travaillent pour ces agences, mais cela reste l'expression de l'avis du gouvernement qui fera que telle agence de développement international fonctionne plus ou moins bien. Je pense qu'on doit y travailler avec la sagesse collective de ceux qui veulent faire passer cette parole auprès des institutions et des populations. Le G20 est un excellent exemple. Notre responsabilité commune ici, nous présents dans cette salle, c'est d'informer ceux qui représentent les gouvernements au G20, au G8, de ce qui est important. Il faut bien les informer. Si leur avis est contraire, c'est leur problème, mais il faut les informer de façon permanente. Et puis, il faut travailler avec les médias aussi. On y viendra. Mr. President, pensez-vous que les agences internationales de développement doivent passer par les groupes locaux directement ou par les gouvernements? Vous abordez une question extrêmement importante parce que c'est pour ça que je suis devenu maire de Cotonou. C'est assez surprenant, je dois dire moi-même. Je devais aller à Cuba, c'est une anecdote sur la terre de Ernesto Che Guevara qui était un vieil ami. Et disons, une semaine avant, les femmes de tous les petits marchés de Cotonou sont venues me voir et disent c'est bien gentil, tu visites les grands et nous sommes ici dans les marécages et nous n'arrivons pas à nous en sortir. Et il serait bon quand même que tu acceptes d'être notre candidat aux prochaines élections municipales. Alors ça m'a paru vraiment bizarre. Alors je suis parti, j'ai dit bon, je vais aller voir notre grand frère, le président Nelson Mandela, et je lui ai posé la question en disant voilà un dilemme. Est-ce que vous pensez que je dois répondre? Il dit si ce sont les femmes qui ont dit ça, tu ne peux pas dire non. Je dis il y a un proverbe français qui dit ce que femme veut, Dieu veut. Il dit c'est quelque chose comme ça. Vous n'arrivez pas à m'entendre? Ah, je suis désolé. Bon, alors j'ai dit, c'est peut-être la traduction, parce que comme je parle français. Ah bon, c'est le micro alors. Excusez-moi si j'éteins, alors c'est... Non, ce que je veux dire que je suis devenu maire dans ces conditions-là. Parce que les femmes des petits marchés de Cotonou, il y en avait à peu près, disons, une trentaine,
m'ont dit c'est bien gentil de rencontrer les grands, d'aller dans les grandes universités, les grandes institutions, mais nous avons des problèmes simples ici. Notre bureau, c'est le marché, on est dans les marécages. Toi qui connais tellement de gens, est-ce que tu ne peux pas nous aider? Nous voulons que tu sois notre candidat aux prochaines élections. Ça m'a paru bizarre. Généralement, on quitte la mairie pour aller à la présidente comme Chirac, mais, ou bien comme, comment dirais-je, enfin, ou d'autres. Mais le chemin inverse, c'est pas courant. Là, j'ai dit, bon, très bien. Je vais réfléchir à ça. J'allais à Cuba. Et j'ai dit, au retour, je vais aller voir Nelson Mandela, qui est notre grand frère. Et je le vois, il me dit, mais mon petit frère, si les femmes de Cotonou sont venues te dire ça, tu ne peux pas dire non. Et je dis un proverbe français qui dit, ce que femme veut, Dieu le veut. Et finalement, quand je suis arrivé, les femmes sont très organisées. Elles savent que la fraude existe. Le gouvernement, c'était le dictateur que, évidemment, on avait fait revenir au pouvoir chez nous, parce que pour assurer l'approvisionnement d'un certain nombre de matières premières comme le coton, j'avais un camarade de promotion qui voulait devenir président, et ça, il est venu me taxer. J'ai dit non. Il a dit, tu vas partir. Donc, je suis parti. Donc, je suis allé passer une année sabbatique à l'université de Harvard, et puis les femmes m'ont dit, maintenant, il faut nous aider. Alors, elles m'ont dit, nous allons évidemment combattre la fraude parce que les gens n'ont pas accepté. Et finalement, on peut dire que je crois que quand je suis arrivé, les femmes ont fait un travail extraordinaire. Elles ont arrêté les bulletins, tout ça, bref. Quand je suis devenu maire, la loi dit qu'il faut me donner un certain nombre de compétences. J'avais un certain nombre de ressources. J'avais les petits marchés, tout ça. Le gouvernement a dit non. Donc, du jour au lendemain, rien que pour faire marcher, disons, la mairie, j'étais incapable de le faire. Alors, c'est là où j'ai eu de la chance. C'est là où on peut dire que c'est bon d'avoir de bons amis, comme Dobzera et son prédécesseur. Donc, je suis allé les voir en disant, je suis en face du dictateur que les services secrets de ton pays ont l'habitude de mettre dans la plupart des bantoustans francophones. Alors, il faut que tu m'aides. Alors, je dois dire que c'est ça l'amitié. C'est pour ça que je dis que dans la vie, il faut avoir un réseau d'amitié. Et je dois dire qu'ils ont été formidables. J'ai dit, écoute, tout passe par le gouvernement central. Est-ce qu'il n'est pas possible, pour une fois, qu'on nous prête directement de l'argent? Je suis comptable. Et ça, ils ont monté un mécanisme extraordinaire. Alors, ils ont accepté, sans parler du mécanisme que l'on sait, en disant on va monter un mécanisme d'intercommunalité, parce que quand tu es maire d'une ville, il faut que la ville soit propre. S'il y a trop de choses, ça ne va pas. Quand tu es dans une ville marécageuse, parce que tout le golfe de Guinée, c'est comme le golfe du Mexique, il y a des marécages partout, comme la Nouvelle-Orléans. Il faut drainer tout ça. Il faut un minimum de ressources. Alors, ils m'ont dit, voilà, je voudrais qu'on prête de l'argent directement à la mairie, ce qu'on ne fait pas. On ne prête qu'aux États. Alors, pour une fois, ils ont fait un système étonnant. Ils ont dit, l'argent va simplement transiter par le trésor public, mais ça ira sur le compte à la fois pour la ville de Cotonou, qui en mettons en chose avec la ville d'à côté, parce que quand tu es au bord de mer, tu ne peux pas mettre des ordures, mettons, dans les marécages. Il faut être en contact avec une ville d'à côté. Et en même temps, il y avait une troisième ville, et nous avons mis, au fond, nos efforts ensemble, en disant, vous allez vous entendre avec Lille, Roubaix, Tourcoing. Ils avaient une intercommunalité. C'est comme ça que nous avons démarré le mécanisme, parce que je pense que, d'abord, c'est un phénomène de démocratie tout court. Tout est centralisé chez nous. Tu es un abruti qu'on met à la tête de l'État, ton compte est bon. Alors, les populations, donc, ont besoin, et je dois dire, franchement, c'est la chance d'avoir des amis. Je dis ceci parce que, pour Ismaël, je crois qu'il est populaire dans mon pays, parce que quand il est venu la première fois, bon, on a parlé des problèmes de développement et tout, et il avait des queues de crédit. J'ai dit, Ismaël, toi qui connais les problèmes, mettons, urbains, nous sommes dans les marécages, on met des goudrons, ça ne tient pas.
Il dit, je vais t'aider avec des queues de crédit. On a commencé un système de pavage. Quand j'ai commencé ça, on a dit, c'est de la folie pure. On ne mange pas les pavés. Les gens ont fait, écoute, on ne va pas marcher dans les marécages pour aller au marché. Et on a commencé, grâce à Ismaël, un système de pavés qui est devenu un succès dans toute l'Afrique francophone. Les gens viennent chez moi. Et ça, je lui dois ça. Ça, je pense maintenant, on peut dire à l'AFD, la chance que j'ai, c'est d'avoir des amis. Parce que si tu n'as pas ce réseau-là, tu as beau dire tout ce que l'on dit à la banque, les théories, là, c'est bon pour aller passer les examens. Mais la réalité, c'est que grâce, on peut dire, à cette capacité qu'ils ont eue de me prêter de l'argent directement, on a commencé par réaliser un certain nombre de choses et à pouvoir, je ne dis pas tenir tête au gouvernement, ça n'a pas de sens. Le paradoxe, c'est que quand le dictateur qui était là est parti, celui qui est devenu le président de mon pays était mon conseiller, on peut dire, à mon cabinet. Mais une fois qu'il est arrivé là-bas, c'est tout à fait normal, je sais que pour grandir, il faut tuer son père, mais tout de même, je me disais, avec lui quand même, on va commencer à travailler de façon intelligente. C'est-à-dire que les marchés les plus importants, qui me donnent des ressources pour pouvoir aller sur le marché, me financer directement, non, il a commencé à continuer la politique de l'autre. Alors, je suis obligé de le combattre, parce que là, je crois que c'est... Je vais le combattre, et comme j'ai quelques biscuits quand même, je crois qu'on va pouvoir réussir. Donc, la question que vous posez est fondamentale. C'est la question même du développement. S'il n'y a qu'un seul État qui décide souverainement comme, comment dirais-je, un roi barbare et tout, votre compte est bon. Mais par contre, le fait simplement qu'un ancien chef d'État qui n'a pas volé dans les caisses, donc personne ne peut dire que j'ai un compte nulle part, donc je peux dire zut à n'importe qui, je suis totalement décontracté. Alors je crois que c'est un élément de développement. C'est important parce que la question que vous posez, nous avons besoin, et ça, je dois dire qu'ayant eu, on peut dire, l'oreille de nos amis, on peut dire à la fois Jean-Michel et Donzera, maintenant, la Banque mondiale, qui ne prêtait jusqu'à présent que, c'est moi qui avais lancé, qu'aux États, a décidé maintenant de prêter de l'argent, maintenant, on peut dire, aux villes. C'est-à-dire que la ville, qui est devenue un élément clé, parce qu'on ne peut pas, on sait que la moitié de la population vit déjà dans les villes, et que la misère s'est déplacée de la campagne pour aller en ville, si on ne s'occupe pas de ça, alors quoi parler de développement? Donc, l'élément sur lequel vous mettez l'accent est un élément fondamental. Je crois qu'il faut que les organismes, d'abord, de développement et tout ça, prennent la ville maintenant comme un élément clé, non seulement parce que c'est la ville, mais c'est également à l'intérieur. Il y a toute une agriculture, mettons, périurbaine qu'il faut développer. Je suis venu ici, je vais en profiter pour rencontrer le maire de Créteil parce qu'il m'aide à développer le maraîchage dans la ville de Cotonou. Et en même temps, comme il y a des plans d'eau, j'ai un collaborateur qui est un petit savant à son niveau, parce que j'ai entendu des gens parler en disant, mais comment il n'y a pas des savants parmi les pays du tiers-monde? C'est stupide ce que vous dites. Vous prenez un Africain et tout ça, vous l'amenez dans une université américaine et devient champion olympique pour courir. Mais le cerveau, c'est un muscle. Alors, vous pouvez faire la même chose dans ce domaine-là. Alors moi, je pense honnêtement que la question que Ismaël a posée est une question cruciale. Il faut que les organismes, comme les villes et un certain nombre d'autres choses, puissent directement discuter avec, comment dirais-je, parce que c'est nous qui sommes au contact des populations directement. L'État, c'est un peu plus loin. Quand il y a une ampoule qui mange, les gens s'en foutent, ils me téléphonent. D'abord, quand tu es chef d'État, tu as un protocole avant d'arriver, on t'arrête à la porte. Ils frappent, ils sont devant ta porte, ils disent, écoutez, on est désolé. Moi, il manque une ampoule à tel endroit, il y a ceci. Donc, voilà le genre de questions concrètes. Alors, c'est pour ça que ce que vous avez dit, à la fois pour ce qui concerne la Banque mondiale. Là, maintenant, ils sont acquis à ça, après, évidemment, l'AFD. L'Union européenne a accepté vraiment d'apporter des ressources pour commencer à drainer les marécages que j'ai, parce que je dis, je suis une petite Nouvelle-Orléans,
Donc, ils commencent à... Et petit à petit, je crois qu'ils nous prennent comme interlocuteurs, mais il faut qu'on soit sérieux. La question que vous avez abordée est une question qui me paraît fondamentale, surtout pour les francophones. Nous avons une culture de la centralisation à la romaine. Les Suisses, les Anglo-Saxons qui ont... C'est pour ça que je dis, mais quand tu vas au rugby, les gens jouent Angleterre, Pays de Galles, Irlande, Écosse. Ils ont l'habitude déjà d'accepter les autres. Les Français, bon, ils y viennent aussi, mais c'est eux qui nous ont colonisés. Je dis souvent, Monsieur le Président, que si l'Égypte a inventé la bureaucratie il y a 5000 ans, je crois que la France l'a perfectionnée dans l'État moderne. C'est différent. Mais ça, on peut dire, c'est l'État centralisé. Monsieur Dobzera, bon, votre politique maintenant, ce serait d'aider donc aussi bien les structures sous-souveraines, donc sub-sovereign structures, whether they be community-based. Qu'elles soient basées sur les communautés ou sur les... pour que tous les niveaux puissent recevoir de l'aide. Dans votre système, comment est-ce que vous pouvez encourager tout cela? Bon, sur la première question, je partage tout à fait ce que le professeur Adel El-Battadji a dit, et c'est-à-dire qu'il faut travailler les enfants, les étudiants, et faire passer les messages. Et je voudrais saisir cette table ronde pour faire passer un message qui me paraît, qui fait partie de mes credos. Je crois que ce qui est important, c'est que chaque citoyen du monde évite de se considérer comme propriétaire ici-bas et qu'il n'oublie pas qu'on est simplement locataire. Si chacun d'entre nous, enfin, se considérait comme locataire et non pas comme propriétaire de quoi que ce soit, parce que quand on se retrouve le moment venu, les deux pieds devant, propriétaire, on n'emporte pas ce titre de propriété avec soi. Et encore moins des biens matériels, même si certains n'hésitent pas à entourer le cercueil ou à l'intérieur du cercueil de toute une série d'objets. Je crois que c'est une philosophie, me semble-t-il, importante. Et si effectivement on doit s'adresser aux jeunes, eh bien, on devrait leur inculquer cela. Alors, il est clair que pour, j'en arrive à la deuxième question, il est clair que pour un développeur ou un bailleur de fonds, travailler avec des structures non étatiques est un élément essentiel, fondamental. Alors, vous entendrez peu de développeurs ou de bailleurs ériger cela en termes, je dirais, de démarche et en termes de principe. Parce que comme vous pouvez l'imaginer, oui, c'est compliqué, c'est difficile, c'est même parfois impossible dans certains pays. Néanmoins, tous le font à des degrés plus ou moins différents, et l'Agence française de développement le fait particulièrement, et je vais vous donner un certain nombre de détails, d'exemples pour que mon propos soit aussi concret que possible. Nous travaillons, bien entendu, comme beaucoup de bailleurs, avec les ONG. C'est essentiel, c'est fondamental. Mais il faut savoir que, par exemple, les ONG qui travaillent dans le microcrédit ont des difficultés dans certains pays. Que dans certains pays, l'ONG, même faisant du microcrédit, qui est quand même une action sociale importante, notamment en milieu rural, eh bien, elles doivent avoir des agréments ministériels, elles doivent avoir des autorisations. Et dans certains pays, c'est un frein au développement du microcrédit. Je prendrai un autre exemple qui est important. Alors, dans la communauté des bailleurs, l'expression en français n'est pas très satisfaisante. C'est ce qu'on appelle toutes les actions en matière de santé sexuelle et de reproduction. C'est essentiellement, particulièrement, les actions pour protéger les adolescentes enceintes et pour protéger les femmes. Eh bien, ces actions qui passent par l'intermédiaire des ONG sont essentielles. Pourquoi ? Tout développeur a à faire face à deux courses-poursuites. Je l'ai dit hier, la course-poursuite contre la démographie, la course-poursuite contre la croissance urbaine. Si on veut un tant soit peu ralentir la croissance démographique et ne pas être constamment dépassé
quels que soient les succès, eh bien, il faut essayer de diminuer la croissance démographique. Et dans certains pays, jusqu'à nouvel ordre, il ne peut pas y avoir de politique de contrôle des naissances. Mais toutes les actions que peuvent faire ces ONG sur le terrain en matière de santé sexuelle et de reproduction sont essentielles, parce qu'elles sont là, au contact des femmes, pour leur apporter un certain nombre d'éléments de réflexion et d'éléments de perspective, sans entrer trop dans le détail. Mais là encore, comme vous pouvez l'imaginer, c'est pas simple dans tous les pays. J'en arrive à un deuxième élément essentiel, et là, pour le coup, comme le président Soglo l'a dit, c'est le contact avec les collectivités locales. Et il est exact que l'Agence française de développement est le premier développeur à avoir fait des prêts non souverains, des prêts sans garantie de l'État aux collectivités locales. Alors, il y a Cotonou, mais il y a aussi Ouagadougou, où nous avons financé la rénovation du marché. Il y a également Dakar, où nous avons financé l'éclairage urbain, mais il y a aussi de grands projets, comme par exemple le métro du Caire, ou à Medellín, ou à Amman. À Amman, nous finançons la mise en place d'une infrastructure en site propre, d'un bus traversant est en ouest la capitale jordanienne, mais aussi à Bangalore. Et c'est clair que des fois, nous sommes confrontés à des situations où le maire n'est pas tout à fait dans l'orientation politique nationale. Et c'est un élément essentiel, fondamental, je dirais, qui va se développer dans la communauté des bailleurs. Et d'ailleurs, même la Banque mondiale y vient, nonobstant les difficultés juridiques qu'ils ont de par leur statut. Pourquoi? Pour une raison toute simple, c'est que de par le monde, aujourd'hui, il y a un phénomène de déconcentration et de décentralisation qui est essentiel, qui est fondamental. Et donc, nous, bailleurs, nous ne pouvons pas ne pas les accompagner. Mais, sans faire de révélations fracassantes, ce que je peux vous dire, c'est qu'il m'est arrivé parfois d'être interrogé par tel ou tel président, pourquoi nous avons financé ceci ou nous avons financé cela. Les choses ne sont pas tout à fait neutres. Il y a un troisième point sur lequel je terminerai et qui est essentiel. En France, comme dans beaucoup de pays développés qui ont une politique d'aide au développement importante et structurée, les collectivités locales du pays interviennent, ce qu'on appelle la coopération décentralisée. En France, nous avons, le président Soglo a cité Créteil, mais nous avons beaucoup de villes, de conseils généraux, de conseils régionaux, de communautés d'agglomération qui ont des projets de coopération avec beaucoup de villes. Et tout cela est essentiel. Essentiel, pourquoi? Parce que c'est la société civile qui parle à la société civile. Et forcément, quand on, par le biais des ONG, et c'est ma conclusion sur ce point, quand on parle avec des ONG ou qu'on amène les ONG à travailler, quand on aide les collectivités locales, quand nos propres collectivités locales organisent des projets, ont des contacts, des rencontres entre élus qui discutent, forcément, d'une façon ou d'une autre, vous semez les idéaux de la liberté et de la démocratie. Merci pour cette intervention.